taper en premier si on veut se faire de l'argent facilement. Et voilà. Donc, je le tiens. Le risque est accru en cette période de crise pour tous ceux qui tournent autour de la finance. Et donc, tous les acteurs doivent être particulièrement vigilants. Je sais que la plupart des banques mettent en place enfin des stratégies pour faire en sorte que à la fois les employés et les clients puissent continuer à fonctionner de façon sécurisée. Et je pense que les fintechs auront vraiment besoin d'être très, très attentives à ce sujet-là. Excellent point, Djiba. Et je pense qu'on pourrait rajouter qu'il y a quelques impacts aussi, moi je dirais financiers, qui sont pas des moindres, comme dans certains pays, l'utilisation du contactless comme des paiements contactless comme solution pour adresser cette on va dire social distancing, parce qu'aujourd'hui tout le monde, toutes les industries sont en train de trouver des mesures opérationnelles pour éviter les contacts entre les différents intervenants, les différents acteurs, mais aussi avec les livraisons, les deliveries. Donc, il y a beaucoup d'interactions qui sont aussi quelque part objets même à encourager, à intéresser les hackers et aussi les fraudeurs. Donc, par exemple, aujourd'hui, avec la Banque centrale qui a encouragé les acteurs du système à augmenter le plafond des wallets. Donc, aujourd'hui, il faut, comme tu l'as dit tout à l'heure, il faut augmenter la vigilance et mettre en place des systèmes de monitoring des transactions pour essayer de matcher les cas de fraude qui sont les plus connus en mettant en place des red flags dans les différents systèmes opérationnels. Donc, je pense qu'on pourrait passer au point suivant. Donc, on parle aujourd'hui des opportunités qui s'offrent aux fintech, n'est-ce pas, Aristide? Oui, voilà. Je pense que dans les crises, il y a toujours l'opportunité au fait de se réinventer. Et il y a beaucoup de success stories d'ailleurs qui viennent suite à l'avènement de certaines crises. Quand on voit par exemple Zoom aujourd'hui, voilà, je pense qu'il n'y aurait pas eu la crise, ils n'auraient peut-être pas eu la croissance qu'ils connaissent. Et puis, il y a un sondage assez drôle, entre parenthèses, hein, qui circule sur LinkedIn, vous avez dû le voir, où on a posé la question à des CEO sur les raisons en fait, qui ont accéléré leur transformation digitale. Donc, ils ont sélectionné COVID-19. Donc, ce qui veut dire qu'il y a quand même pas mal d'opportunités. Et donc, on a voulu introduire cette slide, enfin cette partie avec une présentation quand même du champ des possibles hein, au niveau des fintechs. Ce qui est normalement, enfin, dans la littérature et surtout en tout cas chez Deloitte, on a segmenté au fait les activités possibles des fintechs dans six types d'activités. Vous allez voir qu'en Afrique, au fait, on n'est que sur deux types d'activités, ce qui veut dire qu'il y a quand même pas mal de possibilités. Donc, il y a tout ce qui va être paiement. Donc, ça, c'est clairement l'activité qu'on connaît le plus ici en Afrique. Mais il faut savoir aussi qu'il y a tout ce qui est InsurTech, donc dans la partie assurance. Absolument. Dépôt et prêt. La partie financement, tout ce qui est levée de fonds, donc il y en a déjà quelques startups qui commencent aussi à être présentes en Afrique sur ce sujet-là. Il y a la partie investissement. Bon, c'est normal, on n'a pas un marché boursier assez développé, mais tous les robots advisors sont vraiment en train d'exploser. Et ça rejoint le point que je disais tout à l'heure sur l'appropriation aussi des utilisateurs, en fait,
Avant, on était dépendant d'un conseiller, d'un courtier pour pouvoir faire des investissements. Aujourd'hui, avec l'aide de robots, on peut soi-même faire ses propres investissements. Et puis, pareil, dans le cadre un peu plus professionnel, dans les infrastructures de marché, on a des robots traders. Et puis, voilà, on est capable de connecter automatiquement, enfin, on a des fintechs qui connectent des acheteurs et des vendeurs. Donc, on est en train de remplacer, au fait, en gros, les sales et certains opérateurs de marché. Voilà, donc, on a vraiment ce champ des possibles. Bien sûr, au niveau de l'Afrique, on va aller à notre rythme, hein. Il y a des éléments sur lesquels on fait des sauts quantiques et d'autres sur lesquels il faut qu'on suive aussi voilà, enfin, qu'on s'adapte aux réalités de notre marché. Donc, quand on rentre un peu plus dans les opportunités qui sont liées à la crise Covid-19, donc on en a trouvé trois. Après, je laisserai mes copanélistes détailler. Il y a tout ce qui va être problématique de dématérialisation des paiements. Un deuxième point, c'est sur des outils innovants et sécurisés de collecte de fonds. Et puis, le dernier, sur l'open banking. Je sais que Xavier, tu as pas mal d'éléments justement sur le premier sujet, là, sur la dématérialisation des paiements. Juste si on peut prendre le slide précédent, juste quelques secondes, pour compléter tes dires, Aristide. C'est juste pour montrer à tous ceux qui nous écoutent le champ des possibles et de développement de la FinTech applicable ou non à l'Afrique. Parce que c'est en lien avec je dirais, le développement des économies. Et donc, pour ceux qui souhaitent se lancer dans l'aventure entrepreneuriale, il y a encore de la place. Comme il a été dit aujourd'hui, la FinTech africaine est essentiellement tournée autour des paiements, mais il y a pas mal de projets à créer pour subvenir aux besoins à la fois des entreprises ou des particuliers. Je voulais juste donner un peu cette note un peu positive parce qu'il y a, comme mentionné, c'est dans les crises que naît la plupart des grosses innovations et des plus grands projets d'entreprise. Comme mentionné à ce début, en 2008, il y a eu la création de pas mal de grosses startups bien méconnues en Europe et aux États-Unis. Et je ne vois pas pourquoi cette crise n'aurait pas la même conséquence. Et on le voit avec des Zoom, des Slack et des Notion qui vont tenir le haut du pavé dans les prochaines semaines ou mois. Et si on passe effectivement à la slide suivante avec la dématérialisation des paiements. Quelque part, comme mentionné par Aristide, le Covid-19, est-ce que ce n'est pas une opportunité pour accélérer une forme de digitalisation, de nous forcer et de forcer au changement auquel tout le monde, je pense que les conférenciers, mes copanélistes pensent la même chose, on doit aller de l'avant, on doit changer les choses, améliorer les choses. Et quelque part, cette crise qui nous oblige à être confinés et à revoir la relation, notamment les relations de business, et pas une opportunité plus qu'autre chose. J'ai envie de partager avec vous, par exemple, une initiative de Togocom qui a mis son service mobile à disposition du gouvernement avec T-Money, en fait, pour lancer une initiative que j'appelle l'initiative de finance inclusion, pour pouvoir aider la population togolaise. Donc, ils ont mis en place un programme qui s'adresse à toutes les personnes de nationalité togolaise et résidentes au Togo, âgées de plus de 18 ans et qui disposent d'une carte d'électeur, afin d'être bénéficiaires d'un soutien financier qui est fourni de l'État togolais avec un minimum de 12 250 francs CFA pour les femmes et 10 500 francs CFA pour les hommes tous les 15 jours. Donc, c'est une initiative digitale qui permet de simplifier les procédures de recevoir
une aide, notamment au sein des zones rurales qui sont un peu enclavées. Et c'est un moyen de paiement transparent et de soutien direct aux populations qui a un impact direct. Si vous voulez, c'est à la fois un tiers de confiance et on enlève des intermédiaires, comme on le sait en Afrique, qui peuvent parfois ne pas vous donner 100% de la somme dédiée. Et dans des moments difficiles, c'est quand même important. Et en fait, cette initiative a été un peu copié-collé par les grands acteurs d'un pays que tout le monde connaît, les États-Unis, avec la société Square de Jacques Dorsey et Venmo, Absolument. qui est la solution de PayPal, où Mhm. ces deux sociétés ont proposé à la Maison-Blanche de dire, bon, la Fed américaine et les banques américaines, banques commerciales, vont pas pouvoir donner les aides en milliards directement à la population. Aujourd'hui, vous avez 28 millions d'Américains qui ne sont pas bancarisés. Il y a beaucoup de gens qui risquent d'être restés sur le coin de la route. Nous, acteurs de la tech de la Silicon Valley, on peut vous aider. On peut mettre en place rapidement des solutions digitales sous QR code. On sait que tout le monde a un smartphone aux États-Unis et il peut recevoir son cash directement de la banque centrale du gouvernement américain, ou du moins du Trésor, via son téléphone portable, un peu comme en Chine, ce qui se passe. Donc ça, c'est un élément majeur du paiement, de ce qui se passe. Parce que effectivement, ça enlève des intermédiaires et qui permet tout de suite d'adresser les problèmes de trésorerie que peuvent avoir des particuliers et des entreprises. Et je vous invite à bien noter les évolutions de ce type d'initiative et à voir même si ça se développe sur le continent dans les prochaines semaines ou mois. C'est excellent. Je vois aujourd'hui, Alex, beaucoup de cas d'augmentation de transactions. Mais est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, nos gouvernements, nos États africains seraient prêts aujourd'hui à prendre ce type d'initiative-là et de s'associer avec les fintechs pour justement, par exemple, faire le disbursement des différents dons qui se font, parce que je vois, par exemple, le Sénégal qui lève un certain montant destiné à la population, justement. Donc, est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, le gouvernement pourrait faire confiance aux fintech pour permettre de faire ce disbursement-là? Marem, est-ce que tu peux préciser à qui la question est posée, s'il te plaît? À Xavier, oui. Attends, tu pourrais répéter la question, excuse-moi, parce que je t'avouerai que je n'ai pas suivi. Je vais t'aider, Xavier. En fait, elle Oui. demandait si, avec toutes les initiatives, justement, à la fois de collecte et de disbursement, je suis désolée, je vais le dire en Oui, anglais. il n'y a pas de souci, vas-y. Voilà, donc, avec toutes ces initiatives qui sont en cours, est-ce que on pense que les gouvernements feront confiance aux fintech justement pour les aider dans cette démarche? Moi, je peux répondre à cette question, ou en tout cas apporter un premier élément de réponse. Oui. En réalité, Marem, je ne pense pas qu'ils aient le choix, hein, parce que c'est a priori, les fintech ont la solution. Parce que justement, ça fait longtemps qu'ils sont dans ce domaine-là et il y a beaucoup d'acteurs qui sont dans ce domaine. Donc, effectivement, alors nous, à EcoBank, on est en train de travailler actuellement avec des ONG et des organisations internationales qui mettent en place des plateformes de collecte de dons, par exemple, pour pouvoir ensuite les redistribuer ou en tout cas les attribuer à des projets qui rentrent dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Et les banques seront impliquées, mais les fintechs seront obligatoirement impliqués à un moment ou à un autre pour plusieurs éléments, pour plusieurs raisons, pardon. Xavier l'a très bien dit. Je suis contente, Xavier, que tu parles d'un projet où
d'un cas sur lequel les États-Unis sont en train de copier sur un petit pays africain comme le Togo. Moi, je reste persuadée qu'en réalité, en Afrique, dans le domaine des fintech, le continent est très, très avancé par rapport au reste du monde parce que beaucoup d'acteurs ont réussi, d'une certaine façon, à quand même avoir un niveau d'intégration financière pour des gens qui n'avaient aucun accès aux banques avant. Et parce que justement, sur le continent, il y a beaucoup de solutions qui permettent l'inclusion financière, on reste un modèle quand même pour le reste du monde. Donc, la plupart des populations, comme je le disais plutôt, les populations les plus fragiles et les plus exposées qui ont besoin aujourd'hui des supports à la fois des ONG et des gouvernements sont en général, malheureusement, les populations qui ne sont pas incluses financièrement. Et les fintechs sont définitivement dans la meilleure position pour aider dans ce cadre-là. J'espère, Xavier, que je ne dis pas des contre-vérités. Non, 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 non. Je ne me permettrai pas, voyons. Bien au contraire. Non, et juste pour compléter ce que dit Djiba, j'abonde dans son sens, où je dirais, comme elle dit, il n'y a pas le choix. Parce que il y a une confiance mutuelle qui doit se mettre en place. Parce que s'il n'y arrive pas, ça veut dire que cette crise sanitaire qui se transforme en crise financière et qui va avoir des impacts sociaux importants, j'espère le moins dur possible pour nos populations, mais ça veut dire que politiquement, les États prennent un risque. Est-ce que nos gouvernants veulent prendre ce risque? Non. Et de l'autre côté, n'oubliez pas que les États font quand même la régulation un peu du secteur, le bac à sable, ainsi de suite. Donc, il y a, je dirais, c'est une confiance mutuelle qui doit être posée aujourd'hui entre ces différents acteurs. Tout le monde peut céder. Ce serait idiot de jouer, de faire la bagarre. Surtout que, bon, il faut être aussi honnête, hein, les fintech face aux États, elles ne peuvent pas lutter. Bien au contraire, elles ont besoin de subventions, elles ont besoin d'aide, elles ont besoin éventuellement de marchés publics pour aider la digitalisation de l'État ou des ministères des Finances, pour lever les taxes comme il a été dit, ou ce genre de choses. Donc, il faut jouer un rapport gagnant-gagnant. Donc, je ne sais pas si ça répond à ta question, mais c'est aujourd'hui ma vision des choses. Oui, je suis en phase avec ce que tu dis, donc, parce que clairement, ici, on parle carrément de partenariat et qu'aujourd'hui, les banques doivent servir d'empowerment, doivent servir doivent même aller juste au-delà et tisser un lien fort de parrainage vis-à-vis des fintechs et tisser ce lien d'interaction avec les États. C'est manifeste. C'est manifeste. Je ne sais pas si, Aristide, tu voudrais rajouter quelque chose sur ce point? Non, je partage complètement. Je pense il y a beaucoup qui a été dit. On voit aussi que même les banques centrales, hein, qui font pas mal aussi d'actions dans ce sens. Elles ont compris que ces fintechs sont notamment dans la partie paiement et dématérialisation des paiements, sont des formidables partenaires. Et donc, on voit je ne sais pas si vous avez suivi toutes les annonces qui ont été faites auprès des banques centrales qui poussent aussi pour l'interopérabilité. On verra d'ailleurs que c'est l'un des facteurs clés de succès pour que ça puisse arriver. Donc, je partage effectivement votre point de vue là-dessus. Excellent. Donc, je pense qu'on peut carrément aller vers ces takeaways, ces facteurs clés de succès. Aristide. Il y a peut-être un point sur l'open banking. Je ne sais pas si les copanélistes souhaitent… Oui, il y a un cas que j'aime bien actuellement partager avec vous en termes de partenariat, je dirais, fintech et banque, qui concerne la fintech sud-africaine Noma Nini,
qui, qui travaille main dans la main dans un partenariat FinTech et banque avec la banque anglo-saxonne Standard Chartered. En fait, Nomanini connecte les commerçants et les distributeurs entre eux et avec les fournisseurs de différents services mondiaux, notamment tout ce qui est plateforme de e-commerce, en intégrant les paiements. Et ce qui aide sur toute la chaîne de valeur les entreprises qui sont sur la plateforme au niveau fonds de roulement, et ce qui permet de libérer le potentiel de l'économie africaine. Et Nomanini transforme n'importe quel appareil mobile en une solution de point de vente de détail pour les commerçants, notamment informels. On connaît l'importance des marchés en Afrique. Donc, ils ont une solution de point de vente en détail pour les commerçants informels qui est connectée à un portefeuille marchand interopérable. Le portefeuille marchand interopérable permet aux commerçants d'offrir à leurs clients une large gamme de services bancaires numériques, cash-in, cash-out, et ainsi de suite. Et ça, c'est au-delà de ce qu'on a parlé tout à l'heure, de la... Enfin, on peut appeler ça un partenariat entre le public et les fintech. Là, c'est un exemple de collaboration qui aide une grande banque plus que centenaire, Standard Chartered Bank, en s'alliant avec une fintech qui est très agile dans la digitalisation et le renforcement de parts de marché d'une grande banque, puisque le projet est à présent sur le terrain dans 20 pays, et Nomanini sert plusieurs milliers de marchands en travaillant avec une douzaine de partenaires et distributeurs dans de nombreux pays, la Namibie, le Kenya, le Mozambique, le Ghana. Et grâce à ce partenariat, Standard propose une application mobile qui nomme Trader Solutions et qui offre des crédits à des clients avec une roadmap de développement sur le Mozambique, l'Ouganda, le Malawi, l'Angola, le Nigeria, la Tanzanie, le Lesotho. Et donc ça, je trouve cet exemple de partenariat fintech banque très intéressant parce que ça aide les entreprises et les commerçants du milieu informel. On connaît l'importance du milieu informel et pas simplement du milieu formel, à continuer à faire du business et donc à vivre, et de l'autre côté de servir aussi bien les particuliers. Oui, excellent. Donc, Aristide, si tu permets, on pourrait passer directement au facteur clé du succès parce que je vois que beaucoup de participants souhaiteraient poser quelques questions et je pense qu'on pourrait les couvrir à la fin lors du Q&A. Marielle? Oui, Djiba. Oui, désolée, hein, je sais qu'on a pris un peu de retard, mais juste rapidement, par rapport à tout ce qui est open banking, étant donné que je travaille pour une banque, je pense que c'est important que j'apporte un bien commentaire sûr. dessus. Déjà, merci beaucoup à Xavier pour avoir partagé un exemple effectivement très concret. Pour notre part, tout à l'heure, je parlais de projets sur lesquels on est en train de travailler avec des ONG et des organisations internationales pour de la collecte et du disbursement. On le fait forcément avec une fintech. En fait, nous, on est, en tant que banque, on est derrière sur le back-end, mais la plateforme est faite par une fintech, et la raison pour laquelle, ou par des fintechs, et la raison pour laquelle ça devient plus facile pour nous, c'est parce qu'on a décidé d'aller vers une stratégie d'open banking, justement. On est en train de mettre en place un sandbox. Donc, pour ceux qui ne savent pas, un sandbox, c'est une espèce de bac à sable où on va mettre nos API.
pour que l'intégration avec les fintechs se fasse automatiquement sans qu'on ait à intervenir ou sans qu'on ait à avoir nos collègues qui soient obligés de s'asseoir avec les équipes techniques pour s'assurer de la sécurité et de l'intégration. Et on a fait un pilote de notre sandbox il y a quelques semaines avec un très bon résultat. Et c'est justement sur la base de ce résultat-là qu'on a pu intégrer des fintechs très, très facilement en quelques jours pour qu'ils puissent en fait permettre, enfin, que nous utiliser, nous, derrière, en tant que back-end, pour pouvoir offrir leurs services à la fois aux ONG et aux populations. Et je pense que Aristide avait fait un commentaire qui était très, très intéressant au début, en taquinant un peu et en disant que l'avantage que les fintechs ont par rapport aux banques, c'est leur agilité. Et c'est quelque chose pour lequel on est complètement d'accord. Et c'est pour cela qu'on a décidé justement d'aller vers une stratégie d'open banking en mettant en place cette sandbox-là. Parce qu'on considère que nous, en tant que banque, comme tu le dis, on se doit de soutenir techniquement et d'un point de vue business les fintechs. Et étant donné qu'ils sont plus agiles et qu'ils innovent rapidement, c'est forcément un partenariat en gagnant-gagnant. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de banques qui vont se diriger dans ça et je pense que c'est vraiment, comme on le disait plus tôt, les crises sont toujours des catalyseurs. Et voilà, donc je pense que c'est des initiatives qui sont en train d'être accélérées. Et en tout cas, pour EcoBank, on est en train vraiment d'accélérer cette procédure-là pour pouvoir permettre au maximum de fintech de pouvoir offrir leurs services de façon sereine, en fait. Sachant que nous, on s'occupe du back-end et de mettre à disposition des API. Donc voilà, je voulais juste apporter ce point-là. Mais c'est un point très pertinent, Djiba, d'autant plus qu'aujourd'hui, la Banque centrale travaille très étroitement justement sur ce modèle de sandbox. En tout cas, je vous encourage de vous rapprocher de la Banque centrale et de voir dans quelle mesure est-ce que vous pourrez uniformiser la démarche. Donc, je vois énormément de questions de notre auditoire. Donc, je pense qu'on peut passer directement au point suivant. Donc, quels sont les facteurs clés de succès? Je laisse la parole à Aristide. Oui, l'idée c'est, voilà, on a parlé des opportunités, mais il faut aussi bien les adapter à notre contexte et nous assurer que toutes ces opportunités qu'on a identifiées sont applicables et peuvent être opérationnalisées. Et donc, nous avons identifié, on n'a pas une liste, trois axes qu'on souhaite développer du coup très rapidement, parce qu'il y a beaucoup de questions. Je pense qu'on pourrait en revenir là-dessus pendant la question de questions-réponses. Mais il y a trois piliers vraiment qu'il faut, sur lesquels doit se reposer au fait l'accélération de l'éclosion en fait de ces fintechs. C'est donc les infrastructures d'une part. Xavier donnera quelques éléments là-dessus. Et puis après, je reviendrai sur les aspects gestion des risques et cadres réglementaires qui sont vraiment structurants. Peut-être, Xavier, tu peux nous dire deux mots sur pourquoi est-ce que l'aspect infrastructure est vraiment primordial pour pouvoir faciliter l'éclosion de cette… Bien sûr. J'avais vraiment pas réalisé, à part l'année dernière quand j'ai été invité en Éthiopie pour un événement FinTech, où on m'a posé la question sur quid de la blockchain en Afrique. Pourquoi je parle de ça? Parce que ça m'a surpris comme question, car j'estimais que l'Afrique n'avait pas à se poser pour l'instant le sujet, ce sujet-là, la blockchain. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas les infrastructures nécessaires, notamment très énergivores. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'aujourd'hui, pour avoir des outils performants, pour que les solutions FinTech puissent éclore, comme il est mentionné là, l'interopérabilité, la robustesse du réseau mobile, la pénétration Internet, l'accessibilité tarifaire, et ainsi de suite. Il faut un élément qui, moi, j'avais intégré, parce que je voyage beaucoup dans le monde, mais je n'avais pas réalisé
qu'est une infrastructure télécom solide. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que maintenant, vous avez pas mal de projets, notamment par le capital investissement, qui financent tout un réseau de réseaux télécoms avec les antennes relais classiques et avec certains pays qui ont des projets également de développement de fibre optique pour pouvoir donner tous les moyens à des entrepreneurs qui se lancent dans la tech, pas simplement de la fintech, de pouvoir profiter pleinement des solutions qu'ils vont mettre en place pour les entreprises et les populations. Et donc, ce qui oblige d'avoir un réseau télécom qui tient la route et si possible qui est au top en termes de développement. Je ne sais pas si vous avez pu suivre les pérénigrations entre Huawei et le gouvernement américain avec Donald Trump sur les sujets de 5G. Aujourd'hui, la vérité, c'est que Huawei a tellement d'avance sur la 5G, c'est qu'elle peut vous fournir une technologie moderne et pas chère, quels que soient plus ou moins vos moyens. Quand je dis vos moyens, je parle des États, que ce soit en Occident ou en Afrique. Et c'est ça qu'il faut reconnaître à la technologie chinoise développée aujourd'hui, et ce qui permet d'avoir un coût aussi adapté à la consommation des ménages africains et remplir aussi la robustesse du réseau pour pouvoir avoir à la fois des solutions fintech, des solutions de e-commerce, peut-être demain de l'IoT en relation avec l'interopérabilité et bien entendu tout simplement un réseau Internet qui tient la route. Tout ça. Je ne sais pas si mes co-panélistes veulent rajouter d'autres éléments sur ce sujet. On va peut-être revenir un peu sur ce volet infrastructure avant d'aborder la partie gestion des risques et cadre réglementaire. C'est la problématique de coût vraiment qui est quand même un driver important. Il faut voir qu'aujourd'hui, tous ceux qui veulent donner un coup de pouce à l'écosystème des fintech regardent énormément cette problématique d'accessibilité. Et au fait, d'accessibilité vis-à-vis des utilisateurs. Et ces coûts, bien sûr, sont drivés par le coût des infrastructures et la fiscalité. Donc, si on a des infrastructures qui coûtent trop cher et des régimes fiscaux qui ne sont pas attractifs, eh ben, on va se retrouver dans des situations compliquées. Il faut d'ailleurs se dire que, et je finirai par là, c'est un peu un lien d'ailleurs avec le cadre réglementaire, les fintechs se retrouvent souvent dans un vide juridique, voire fiscal. Soit elles sont considérées comme elles font des transactions financières. Donc, est-ce qu'elles sont soumises à la taxe sur les opérations financières? Mais elles sont aussi des entreprises commerciales, donc elles ont des modalités de taxation qui sont différentes. Donc, elles peuvent même être souvent doublement taxées. Donc, voilà. Donc, ça, c'est un point important que je voulais compléter par rapport à ce que tu as dit, Xavier. Oui. Non, vas-y, excuse-moi. Voilà. Je pensais que tu avais terminé. Non, je voulais juste finir sur la partie gestion des risques. Donc, il faut vraiment, je le redis, et c'est pas parce que je suis gestionnaire des risques à la base, il y a des fintechs qui font l'erreur au fait d'être trop orientés solutions, être business, sans regarder ces aspects risques. Une mauvaise Absolument. est absolument fatale pour une fintech. Bien sûr. C'est clair. Donc, il faut vraiment regarder tout ce qui est sécurité des transactions, donc lutte anti-fraude, anti-blanchiment, donc tout ce qui est cyber, et puis la grande problématique de la confidentialité, de la protection des données. Donc, avec des réglementations de plus en plus dures, il y a au niveau européen notamment, il y a la GDPR, il y a toutes les règles de confidentialité, de protection étatique qu'on a. Donc ça, c'est quelque chose sur lesquels il faut pas négliger. Il y a malheureusement des fintechs qui ont tendance au fait à négliger cela. Et quand on voit, par exemple, Zoom, je pense que
On a assez parlé de ça, mais il y a toute une problématique au fait de confidentialité et de protection des données. Et pour la petite histoire, il y a beaucoup d'entreprises qui ne veulent pas aller, par exemple, sur Zoom parce que ça ne rentre pas dans leur politique au fait de confidentialité. Voilà, donc ça, c'est vraiment important. Donc, le business model d'une fintech peut être complètement ébranlé si ces règles ne sont pas respectées. Et enfin, donc quelque chose qui malheureusement ne dépend pas de nous, c'est mettre en place un cadre réglementaire qui est adapté aussi aux fintech. Donc, des cadres de supervision, j'en ai parlé tout à l'heure, et un cadre fiscal qui est adapté, et puis des règles de sécurité financière qui sont également adaptées. Les fintechs, souvent, c'est des startups, donc c'est aussi un plaidoyer, c'est-à-dire qu'il faut que ces règles soient adaptées par rapport à leur modèle, leur business model, leur capacité aussi à mettre en place ces réglementations. Et je vais aller dans le sens de Guiba, justement, c'est-à-dire que l'importance aussi d'avoir des partenariats avec les banques, c'est que les fintechs peuvent profiter justement de la maturité au fait des banques sur ces sujets-là, voilà, sur ces sujets réglementaires. Voilà. Donc, c'était vraiment les trois piliers qu'on souhaitait partager. Je ne sais pas si mes copanélistes ou Mariam, tu souhaites rajouter des choses sur cette partie. Moi, je pense que tu as soulevé un point qui est très, très important, hein, parce que, Aristide, on est d'accord aujourd'hui qu'on parle de fintech, d'agilité, de rapidité d'exécution. On doit trouver une solution pour faire face au Covid très rapidement. Donc, les banques vont nouer des partenariats avec les fintechs. Il va y avoir en place des hackathons qui seront soutenus par exemple par l'AFD. Mais aujourd'hui, la sécurité, c'est la clé. Et aujourd'hui, en termes de partenariat, même à l'international, ce sont des points qui sont essentiels. Oui. Aujourd'hui, faire des transactions à l'international, si les fintechs ont cette ambition, c'est vraiment qu'il faut se conformer aux normes internationales. Donc, lever leur AML policy qui doit être renouvelé tous les 8 mois, tous les 6 mois, parce que les systèmes de fraude évoluent comme l'innovation. Donc, il y a des brèches tout le temps et je pense que c'est un point qui est très important que tu as mentionné sur ce point-là. Donc, je ne sais pas si Djiba, dans le day-to-day basis, est-ce qu'il y a des points que tu voudrais soulever? Je pense que vous avez parlé des points importants. Hein. Je pense qu'on avait eu une discussion et la conclusion par rapport à l'infrastructure, en tout cas, c'est que effectivement, malheureusement, nos pays ne sont pas forcément au même niveau d'avancement d'un point de vue infrastructure. Donc, les opportunités ne pourront pas être les mêmes d'un pays à un autre. Mais je pense qu'Aristide a parlé d'un point qui est très important, c'est sur la partie réglementation et infrastructure aussi. C'est comment les États s'organisent pour faciliter le travail aux startups de façon générale et aux fintech de façon particulière. On a eu le cas du Sénégal qui a fait voter une loi pour devenir une startup nation il y a quelques mois. C'est une initiative qui a été applaudie par absolument tout le monde parce que même les investisseurs, en fait, se sentent plus en confiance pour venir investir dans le monde de l'innovation et des startups. Et je pense que beaucoup de pays sont en train de penser à faire ou en tout cas des initiatives similaires. Et en tout cas, personnellement, c'est quelque chose que moi, j'encouragerais. Une fois de plus, je pense que l'innovation en Afrique est vraiment en train... le vrai leapfrog, en fait, qui se passe en Afrique. Donc, il y a énormément d'opportunités et les États doivent jouer leur rôle. Les États, les régulateurs, les banques centrales, et ils le font. Mariam, tu as parlé tout à l'heure du cas des banques centrales qui sont en train de mettre en place des sandbox parce qu'ils ont compris que, en tout cas, qu'ils sont en train de travailler sur l'interopérabilité. Voilà, donc on va y arriver. Petit à petit, on va y arriver. Absolument, absolument. En tout cas, moi, en général aussi, j'ai vu dans quelques cas, par exemple, au niveau en Asie, face au Covid, certaines initiatives qui ont été prises par certaines fintechs qui ont travaillé avec le gouvernement en utilisant la technologie de la blockchain et de l'intelligence artificielle. Ils ont mis en place en fait le digital identity.
comme une solution pour justement faire face au Covid. Comment? En utilisant les data, vérifier déjà le carnet de santé, mais aussi la traçabilité grâce à Google Maps. Et donc, ça revient toujours au GDPR, comme l'a dit tout à l'heure. Aujourd'hui, il y a tout un travail à faire, je pense, et le chantier est là, et je pense que euh, les fintechs, les développeurs aujourd'hui ils peuvent regarder un peu ce qui se passe à travers le monde et innover et aller dans cette liberté de développer des solutions agiles et sécures. En tout cas, bon, je pense que là, on peut passer aux questions-réponses. Je sais qu'il y a beaucoup de participants qui ont hâte de pouvoir avoir leur réponse. Donc, je vais commencer d'abord par la chatbot, où on a une question ici de Ahmad Bambabake qui dit donc en réalité, le manque de créativité, réactivité du secteur bancaire à l'évolution de son système a été la base de la fintech africaine, vu qu'il n'y a presque que des startups. Donc, peut-être je vais laisser cette question à Aristide, si tu pourrais comprendre. Alors, donc, vous m'entendez, hein? Ouais. A été... Oui, alors, le manque de créativité du secteur bancaire à l'évolution de son écosystème, je dirais pas ça. On peut pas, enfin, n'est-ce pas, Diba? Non, c'est plus les fintechs accélèrent la créativité. Et d'ailleurs, c'est pas qu'africain, hein, c'est global. On a, la banque est une institution qui est très régulée. Donc, avec quand même pas mal par exemple, quand on veut faire une nouvelle activité, il faut un agrément, donc il y a un certain nombre de choses. Donc, on ne peut pas aujourd'hui créer comme ça, enfin, être dans une approche de créativité indéfinie. Voilà. Donc, on ne dirait pas que c'est le manque de créativité qui est à la base de la fintech africaine. En revanche, la complémentarité entre les deux, comme l'a dit Diba, est très importante. C'est-à-dire que la banque, avec sa robustesse et son niveau de confiance qu'on peut avoir, donc va garder le côté régalien, enfin, le côté sécurisant. Et à la fintech, elle va apporter le côté technique, le côté innovation, et les deux vont ensemble. Je ne sais pas ce que tu en penses, Diba. Non, c'est exactement ça. Je pense qu'il y a un point important que tu as dit, c'est tout ce qui est distortion, déjà n'est pas forcément lié qu'au domaine de la finance. Demandez aux taximans, ils vous parleront de Uber aux États-Unis ou ailleurs. Mais dans le monde de la finance, de façon particulière, c'est partout. On a vu les cas de néobanques en Europe qui se sont développés, beaucoup développés. Donc, la technologie est en train de remettre en question beaucoup de modèles, de business models. Et c'est normal, c'est un cheminement normal. En Afrique, le fait que l'intégration des telcos et le développement extraordinaire de la couverture réseau avec la possibilité de beaucoup de gens de pouvoir justement avoir un téléphone en main sans être passé par le filaire a ouvert beaucoup de perspectives et heureusement des gens en ont profité. Un point effectivement très très important dont Aristide a parlé, c'est la régulation. Moi j'ai toujours l'habitude de dire on reproche beaucoup aux banques d'être rigides. C'est vrai que les banques sont très rigides, mais c'est normal parce qu'elles sont régulées par des banques centrales et par des régulateurs. Et en même temps, on se sent rassuré que les banques soient rigides parce qu'elles gèrent quand même l'argent des gens. Hein. Donc, moi, si je confie mon argent à quelqu'un, je veux être sûr que cette personne prend ça très, très au sérieux. Mais en même temps, justement, comme Aristide l'a dit, le fait qu'on ait déjà l'infrastructure de base et la relation avec les régulateurs est un avantage qu'on veut mettre à la disposition des fintechs pour profiter des innovations qu'ils mettent en place. Merci beaucoup, Diba, pour cette réponse. On a ici une question de Franck Guetto qui demande en fait comment les partenaires bancaires gèrent la sécurité
des intégrations avec les fintechs en ce moment. Donc, les niveaux de minimum requis, je suppose qu'ici, il parle de plafond. Et quelle stratégie prévue pour celles qui n'ont pas les moyens d'atteindre les minimums requis? Alors, je pense que je ne sais pas si on a la même compréhension de cette question. Moi, la compréhension que j'en ai, c'est que si vous êtes une fintech et que vous voulez vous intégrer à une banque, la banque a un niveau de sécurité minimum qu'elle met en place Mhm, pour ses solutions digitales, en tout cas, pour pouvoir assurer mhm. un minimum de sécurité et diminuer les risques. Donc, si vous voulez vous intégrer avec une banque en tant que fintech, ben, la banque va vous demander d'être au minimum à ce niveau de sécurité-là aussi. Alors, pour notre part, c'est pour cela qu'on a pensé justement à faire un sandbox qu'on appelle un bac à sable, où on va mettre nos API. Donc, le but, c'est qu'on ait un espace sécurisé qui est exactement la réplique de notre système, où les fintechs peuvent venir faire des intégrations, simuler des intégrations, en fait, en réalité, dans un environnement complètement sécurisé. Et quand ils estiment que le produit ou la solution qu'ils veulent développer est prête, il y a des contrôles en fait automatiques qui sont faits pour que au moment où on va passer en production, on est sûr qu'on a déjà en fait tous les niveaux de sécurité ont été vérifiés en réalité. Donc c'est ça le but de la sandbox, c'est être sûr que on simule une intégration, on voit comment ça marche, on s'assure qu'en termes de sécurité tous les requirements sont respectés et là, comme on est sûr d'être sécurisé, on passe à la production. Donc, j'espère que ça répond à la question, mais en tout cas, nous, c'est la stratégie qu'on met en place lorsqu'il s'agit d'intégration avec des fintechs. Excellent. J'ai une autre question de Zoudir Roger qui demande en fait comment appréciez-vous la contribution des assureurs à la gestion de la crise dans les États francophones? Je pense qu'on peut poser cette question à Aristide. Alors, juste, enfin, les assureurs, pour le moment, sont, pour ma part, hein, relativement silencieux. Mm. Ils sont dans l'attente et je pense même qu'au niveau, au niveau international, au fait, elles sont en train de se préparer à avoir un afflux d'activation en fait, de clauses d'assurance. Et en tout cas, à ce stade, c'est plutôt les banques centrales et du coup les banques elles-mêmes qui sont en première ligne. Je sais que des régulateurs comme la CIMA et puis enfin, la FANAF sont en train de regarder le sujet, mais à ma connaissance, au fait, on n'a pas encore ils ne sont pas suffisamment impliqués, mais parce qu'il y a beaucoup de. On a animé pas mal de webinaires d'ailleurs chez Deloitte sur la notion de définition des cas de force majeure. Il y a pas mal d'aspects juridiques qui sont au fait à clarifier. Et une fois que c'est clarifié, je pense que les assureurs en fait seront beaucoup plus sereins sur la manière à laquelle ils peuvent s'impliquer dans la gestion de la crise. Je ne sais pas si j'ai répondu, Roger, à la question. Officiellement, là, je vois que beaucoup des participants soulèvent la question du secteur informel. Donc, peut-être, ce sera une question ouverte pour savoir dans l'immédiat aujourd'hui comment vous voyez la prise en main de cette situation. C'est pour moi? C'est pour vous tous. Ben, on va laisser la parole à Xavier parce qu'il est Oui. silencieux depuis un moment. En fait, Marek, je ne suis pas sûre d'avoir compris la question. Excuse-moi, est-ce La que tu peux… question, en fait, c'est le secteur, les fintechs face au Covid qui offrent des solutions pour le secteur informel. D'accord. OK, merci. Oui. Là, effectivement, l'absence de legacy en Afrique, de systèmes lourds, d'intervenants historiques avec toutes les lourdeurs du passé est un avantage, comme dans l'exemple que je citais avec Togo.com, de pouvoir aider les populations assez rapidement et surtout avec
l'exemple que je vous ai donné avec Morandini en Afrique du Sud, qui aide le service, enfin ce marché informel, parce que c'est le marché le plus important. Et ce qui est paradoxal, c'est que on sait que c'est une part de l'économie importante. Comme son nom l'indique, c'est un marché informel, donc on a du mal à le quantifier. Mais aujourd'hui, il y a des startups fintech qui essayent d'adresser, je dirais, ce manque en termes de services en connectant à la fois la banque, le commerçant informel, les plateformes d'e-commerce pour faire du business ensemble. Et je pense que la fintech africaine, en fournissant des solutions comme celle-ci au marché informel, très clairement, elle va, à force de son importance et de sa croissance, elle va mettre en face de ses responsabilités les gouvernants pour aussi accélérer les choses. Maintenant, quand je dis accélérer les choses, il y a deux pendants. Il y a un pendant positif que de peut-être de légiférer pour autoriser ce qui était plus ou moins toléré dans ce marché informel, ou d'identifier ce que ne veut pas les décideurs ou les régulateurs d'un point de vue marché. Et ça peut être le coup de bâton. Alors, je dirais la vérité est au milieu, mais très clairement, moi, je vois un avantage marché informel, solution fintech, pour le développement et pour faire du business. Je ne vois pas l'un sans l'autre aujourd'hui. Merci beaucoup pour cette réponse, Xavier. Je pense que la dernière question qu'on va prendre aujourd'hui est celle de Abderrahim Hansali, qui pose la question à savoir quel mode de conduite de changement adopter dans le contexte de la fintech en Afrique, tout en sachant qu'il y a souvent des défis dans notre continent face à la conduite du changement. Il y a ici, il l'a bien résumé tout à l'heure avec l'exemple qui est un peu partout dans les réseaux sociaux, avec le Covid-19 qui accélère la transformation digitale. Mais au-delà de la transformation digitale, on est dans un monde en pleine transition. Transition énergétique, transition écologique. On est en train de changer de modèle. Et c'est pour ça que le changement va être continuel, va s'accélérer. Et c'est là aussi, il faut prendre des opportunités. Maintenant, de donner une feuille de route comme une recette, en fait, on ne sait pas. Il faut être très honnête. C'est que face à l'événement qu'on est en train de vivre aujourd'hui, on a une idée des conséquences, crise économique, crise sociale et ainsi de suite, mais comment ça va se dérouler, à quel horizon de temps, et ainsi de suite, c'est des choses qu'on ne sait pas. Il y a peut-être des événements non prévus qui vont arriver, du style Black Swan, signe noir, qui vont nous tomber sur la figure. Ou peut-être il va en ressortir des choses tout à fait formidables ou positives. Et donc là-dessus, je me garderai bien pour l'instant, au bout de quelques semaines de confinement, à dire quel changement va s'opérer. J'attendrai encore quelques mois. Alors, je pense que la question, si je peux me permettre, c'est le mode de conduite de changement à adopter. Oui, c'est cela. Le mode de conduite de changement. Alors, c'est un point extrêmement important, effectivement. Et en fait, il y a de la conduite de changement à tous les niveaux. Déjà, au niveau je vais aller au top niveau, ça rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure, au niveau des décideurs. Et ce sont ces décideurs qui vont appuyer sur les trois leviers dont on a parlé, notamment les deux qui sont la partie infrastructure et puis la partie réglementaire. Donc, il faut une conduite de changement dans au niveau des autorités pour qu'ils comprennent justement
d'une part, l'importance des fintech, je pense que de plus en plus, quand on voit que le Sénégal, justement, arrive à devenir une fintech nation, ça c'est important. Donc ça, il faut que ça continue et que les régulateurs comprennent. Donc la BCAO, si on prend l'exemple de la Banque de l'Afrique centrale, a mis en place une task force fintech. Hein. Il y a une task force spéciale sur les fintech. Donc ça, c'est déjà un point de conduite du changement au niveau de ces structures-là. Il y a une conduite de changement au sein Absolument. également dans les partenaires potentiels, donc les banques. Donc c'est très bien. On a une illustration. Hein. Je peux vous dire que les banques, au début, ont vu les fintech comme des concurrents, en fait. Et on est en train de changer. Oui. N'est-ce pas, c'est plutôt… Oui. Voilà. Et il y a un de changement à faire aussi au niveau de l'opinion publique, mais l'Afrique, je pense que ça va être beaucoup plus simple. La notion de leapfrog, comme on l'a dit, je pense que la confiance que les gens peuvent avoir sur les fintech, elle va aller beaucoup plus vite. Nous, on fait chaque année chez Deloitte au niveau mondial. Bon, on n'a pas encore fait en Afrique, mais on va la faire pour la première fois. Une sorte d'indice de confiance vis-à-vis des fintech par rapport aux services classiques bancaires. Paradoxalement, en fait, dans des pays comme la France, en fait, les gens sont encore très attachés au fait, au service classique. Hein. Et je pense qu'en Afrique, ça va aller beaucoup plus vite, mais il faut qu'il y ait quand même un travail de conduite du changement pour qu'on puisse sensibiliser sur la sécurité, l'efficacité des fintech. Voilà. Je ne sais pas si, M. Ansali, j'ai répondu à la question, mais c'est vraiment une conduite du changement à tous les niveaux, à tous les étages. En tout cas, merci beaucoup pour Aristide pour cet éclaircissement. Merci à Xavier. Je pense qu'on est arrivé au terme de notre webinaire. À part si vous voulez peut-être qu'on fasse un tour de table, si vous avez des points supplémentaires que vous voulez peut-être mentionner ou donner beaucoup plus de structure. On voit une contribution. Exactement. Alors, c'est exactement ça. En fait, je voulais finir par la contribution de Roger, justement. Voilà. Exactement ça. En fait, il faut vraiment qu'on ait une task force fintech qui va faire intervenir tous les membres de l'écosystème. Donc, qu'est-ce que c'est que cet écosystème? On va voir donc les fintech elles-mêmes, bien sûr, leurs partenaires, mais il faut aussi avoir les régulateurs. Donc, des deux côtés, hein, que ce soit du côté bancaire, que ce soit du côté telco, par exemple. Donc, il faut que ces acteurs soient présents. Il y a les autorités publiques. Et puis, on va avoir aussi voilà, toutes les structures d'accompagnement, les incubateurs. Il faut vraiment qu'on puisse s'asseoir et on puisse avoir une vision commune, en fait, avoir une sorte de stratégie commune ou de roadmap pour les fintech. Quand on regarde, par exemple, tous les différents domaines qui sont couverts, donc comment est-ce qu'on les renforce? Et ceux qui ne sont pas couverts, comment faire pour qu'ils puissent arriver en Afrique? Voilà. Donc, avec et une task force qui est très opérationnelle. Ce n'est pas une task force avec des conférences où on vient, on se retrouve et on disparaît. Une task force avec la possibilité d'avoir un livre blanc, par exemple, sur la fintech, avoir un manifesto, faire effectivement des ateliers très, très de co-création, avoir des labs assez précis. Donc, tout ça, on est en train d'y réfléchir. C'est d'ailleurs l'un des sujets que, Alex, je pense que tu le sais, on avait mis ça dans l'ordre du jour au fait de l'Africa FinTech Forum. Il faut vraiment que ça sorte. Et juste pour finir là-dessus, quand on a fait une présentation de l'OAT lors de la semaine de l'inclusion financière, donc il y avait la BCAO, il y avait des FinTech, il y avait également donc la ministre au fait des finances du Togo et puis d'autres acteurs. Et c'est exactement ce qu'ils ont dit. Ils ont dit que c'était très intéressant, mais eux, ils vont tous rentrer chez eux. Et puis après, il n'y a rien qui va se passer. Donc, quand même, des autorités de ce niveau-là et des régulateurs nous interpellent sur ce sujet. Donc, on est obligé de faire quelque chose. Et je pense que des structures comme l'Africa FinTech Forum, bien sûr, le cabinet de l'OAT et des banques
et les services de paiement. Il faut vraiment qu'on travaille ensemble pour créer cet écosystème. Absolument, absolument. C'est vraiment, moi, ce que je vois dans nos différents échanges, c'est vraiment cette approche fédérée, fédération des outils, fédération des idées, fédération des actions. Donc, je pense que cette plateforme Africa FinTech Forum est vraiment une plateforme qui je le pense très sincèrement, pourra nous permettre de collaborer en ce sens. Et je vais en profiter pour remercier tous les panélistes. Donc, Djiba, pour tes interventions, Xavier, qui ont été très, très riches. Merci beaucoup à Aristide de nous avoir permis de pouvoir synthétiser ce panel et d'avoir présenté ce PowerPoint qui est très, très, très riche. En tout cas, on te remercie. Moi, je vais laisser la parole à Alex, qui est notre hôte. Et voilà. Et je te laisse la parole, Alex. Marème, excuse-moi, j'ai vu qu'il y a des questions qui me sont adressées. On n'a plus le temps d'y répondre. J'ai vu qu'il y a M. Mbaké, par exemple, qui a posé une question. M. Mbaké, si c'est M. Mbaké auquel je pense, contactez-moi, je serai très, très heureuse de discuter avec vous. La réponse à votre question, c'est oui. Nous sommes ouverts à travailler avec le monde universitaire. Et donc, s'il y a d'autres personnes qui ont des questions, je pense que Alex peut leur donner mes contacts et je serai très heureuse de discuter avec eux. Excellent. Merci beaucoup, Djiba. Ok, merci. Très gentil de ta part. Djiba le mentionnait, il y a des questions qui n'ont pas été répondues, juste pour marquer tout l'intérêt de cet échange, de toute la qualité de la présentation que vous avez tenue. Donc, merci à vous les panélistes. Et puis, merci à tous ces participants qui ont donné de leur temps pour assister à ce webinaire. C'est une première édition. Et puis, ce qu'on note, c'est l'intérêt. On a pas mal de participants de divers horizons qui nous ont rejoints sur ce webinaire. Et puis, encore, Aristide le disait dans son mot de fin, l'idée, c'est de vraiment pouvoir construire ensemble cet écosystème, pouvoir construire ensemble cette plateforme d'acteurs, cette plateforme multi-acteurs pour parvenir à l'inclusion, à la finance inclusive, à l'inclusion financière. Et puis, on va continuer, nous, de travailler à quelques niveaux que nous pourrons le faire, juste pour pouvoir mobiliser les acteurs, pour pouvoir dynamiser les acteurs. Et puis, encore merci à tous. Le prochain webinaire, il vous sera communiqué demain. Nous avons aussi des choses très intéressantes à partager avec vous, notamment Sopra Banking qui sera avec nous, avec son directeur Maroc, Visa qui sera là. Nous aurons aussi Jumia, notamment Magali qui s'occupe qui est régional paiement chez Jumia, pardon, donc les sujets seront aussi intéressants, donc on voudrait convoquer tout l'auditoire pour notre prochaine session. Et puis merci encore pour tous, j'aurai assez de mots pour les speakers et puis à très bientôt. Je sais qu'on se parle régulièrement, notamment dans nos groupes WhatsApp, dans nos groupes Telegram. Et puis, on continuera ensemble de travailler à faire avancer les choses. À très bientôt. Merci beaucoup. Ouais. En tout cas, merci beaucoup. Merci à tout le monde. Ouais. Bye bye. Merci Alex. Merci aux copanélistes. Merci tout le monde.